Bonjour, je m'appelle Yves Lavandier et je suis dramaturge, scénariste, un petit peu réalisateur, metteur en scène, professeur de scénario, consultant en scénario, script doctor, comme ils disent là-bas, et puis l'auteur de plusieurs livres sur l'écriture. La dramaturgie, construire un récit et évaluer un scénario. Alors, je réponds à vos questions. Quel est votre plus gros succès ? Je suppose que vous voulez parler de succès professionnel, parce que je pense que mon plus gros succès est personnel. Mais mon plus gros succès professionnel, c'est la dramaturgie, qui s'est vendue à plus de 32 000 exemplaires, qui continue à être appréciée, semble-t-il, et à bien se vendre. Et voilà, je dirais que c'est ça, mon plus gros succès professionnel. Les raisons de ce succès, moi, je ne suis pas sûr d'être le mieux placé pour répondre à cette question. J'ai l'impression des retours que j'en ai que le livre est utile, qu'il est complet, qu'il est souple. Et ça, c'est une qualité à laquelle je tiens beaucoup. J'ai essayé dans mes livres, pas seulement la dramaturgie, d'en construire un récit aussi, de proposer des conseils, des principes qui permettent d'écrire La Cerisay comme Terminator. Voilà, qui sont assez souples pour écrire toutes sortes de récits. Et bon, a priori, je pense que je suis arrivé à cela. Et puis une autre qualité aussi peut-être, c'est la passion. Le récit me fascine depuis Le Chaboté, depuis Cendrillon, depuis les contes de fées de mon enfance. Et c'est un sujet inépuisable sur lequel je travaille encore, enfin tous les jours quasiment, et ça me passionne. Et peut-être que cette passion transpire dans mes livres. Conseils ou pensées que vous voudriez partager avec tous ceux qui s'y essaient. Il y a beaucoup de conseils. Je dirais que le métier d'écrivain, de narrateur, de raconteur d'histoire, c'est un métier de marathonien ou même de triathlète. Ce n'est pas un métier de coureur de 100 mètres. Donc le conseil que j'ai envie de donner comme ça, c'est persévérer. Alors, c'est pas facile parce qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça, objectivement. Donc persévérer, ça peut déboucher sur rien. Mais une chose est sûre, on n'essaye pas écrivain ou romancier ou scénariste pendant 1 an, 2 ans. Il faut des années et des années. Et la plus grande qualité à avoir dans ce métier, à mon avis, c'est la ténacité, la persévérance. Loin devant la compétence, malheureusement, et même devant la chance, devant le réseau, le copinage, les relations, on va dire. Mon actualité, comme vous en êtes rendu compte, j'ai plusieurs casquettes et mon actualité, elle a plusieurs casquettes aussi. Je suis en train d'écrire un scénario perso que j'aimerais bien réaliser. Je suis en train de négocier avec des universités américaines il y en a 2 qui m'ont proposé d'aller enseigner le scénario aux États-Unis. Mais bon, pour tout vous dire, c'est pas très bien parti parce qu'ils me demandent de faire des choses qui ne m'intéressent pas. Pour l'instant, on va voir. Et puis, j'anime en ce moment dans la Paris, région parisienne, des masterclass sur la construction d'un récit. Et je les prépare, j'y travaille. La dramaturgie, construire un récit et évaluer un scénario ont été à la base plutôt écrits pour les scénaristes et les dramaturges, je confirme. En quoi vos ouvrages peuvent-ils aider un romancier, étant donné que celui-ci utilise un média par nature très différent ? Alors dans les masterclass dont je viens de vous parler, il se trouve qu'il y a des romanciers qui se sont inscrits
plusieurs même. Et je pense que si, en tant que romancier, vous avez envie de raconter une histoire, ce n'est pas le cas de tous les romanciers, hein, ce n'est pas la préoccupation de tous les romanciers. Mais si vous avez envie de raconter une histoire, les outils que je propose, les outils de la dramaturgie, peuvent servir autant aux scénaristes qu'aux dramaturges qu'aux romanciers. Quelles sont les différences entre vos livres ? À une époque, jusqu'en 2011, il n'y en avait qu'un qui s'appelait la dramaturgie et dans lequel il y avait une petite partie pratique, passage à l'acte, ce que j'appelais passage à l'acte, pour ceux qui, une fois qu'ils ont compris les grands principes, la théorie, on va dire, avaient envie de se mettre à l'écriture. Et ça faisait 2 chapitres de 40 pages à peu près. Et je me suis rendu compte en 2011 que ces 2 chapitres étaient noyés dans le corpus théorique. Et j'ai donc décidé de les extraire, de les développer et d'en faire un livre entier, un livre en soi, qui s'appelle donc maintenant « Construire un récit » et qui fait 220 pages au lieu des 40 d'origine. Donc la dramaturgie, même si c'est à mon avis plein de conseils, c'est plutôt théorique, quand construire un récit, c'est vraiment très, très méthodologique, très pratique. Et évaluer un scénario, c'est aussi le développement d'un chapitre, d'une annexe qui se trouvait dans la dramaturgie jusqu'en 2011 et qui s'intéresse à l'évaluation du scénario, à la lecture du scénario, mais pas au sens de je lis une carte postale ou un article de journal, au sens de j'évalue la composition d'un scénario, la composition dramatique d'un scénario. Donc c'est un livre qui s'adresse en priorité aux décideurs, aux script docteurs, aux lecteurs, aux producteurs, enfin tous les décideurs de l'audiovisuel. Mais je me suis rendu compte que ça intéressait aussi beaucoup d'auteurs. Donc dans la réédition de cette année-là, j'y ai rajouté un chapitre sur l'auto-évaluation qui peut concerner aussi les auteurs. Pourquoi apprendre par le biais de vos livres l'art du récit, qui est un art qui de tout temps s'apprend au fil de l'eau ? Eh bien, parce que je crois que mettre un peu de conscience dans son travail ne peut être que profitable. Vous avez raison de dire que c'est un métier qui s'apprend. Vous avez raison de dire qu'il peut s'apprendre de façon inconsciente. En revanche, dire qu'il s'apprend au fil de l'eau, de tout temps, non. Non, on connaît tous la poétique d'Aristote. C'est le premier traité de dramaturgie de l'Occident. Au début de notre ère, en Inde, un sage nommé Bharata Muni a écrit un traité équivalent. Au XIIIe ou XIVe siècle, je ne sais plus, un philosophe qui s'appelait Zéami a écrit un traité de No. Donc en fait, les essais, les traités, puis alors après, il y a bien sûr Horace, au 1er siècle avant Jésus-Christ, et Nicolas Boileau, au XVIIe siècle, français, etc., etc. Des théories, des essais poétiques, comme on disait, on appelle ça des essais poétiques, des essais de dramaturgie, il y en a depuis le début. Et non seulement ça, ce que je trouve très intéressant, c'est que les auteurs eux-mêmes ont réfléchi à leur art, ont conscientisé leur art. Lisez la critique de l'école des femmes et l'impromptu de Versailles de Molière, vous verrez qu'il théorise sur les règles. Lisez la préface de Bérénice, certaines préfaces de Corneille, les préfaces de Georges Bernard Shaw, qui sont volumineuses et qui parlent de ça, de dramaturgie. Certains textes d'Arthur Miller, certains textes de Brecht. En fait, je crois que tous les auteurs, les grands dramaturges, la correspondance de Flaubert, la correspondance de Tchekhov et Gorky. Flaubert, dans sa correspondance, dit à un moment, ce ne sont pas les perles qui font le collier, c'est le fil.
Ouais, c'est le fil qui fait le collier, c'est-à-dire c'est la structure, c'est l'ossature. Flaubert a réfléchi à son art et a écrit sur son art. Et ils sont très nombreux à avoir fait ça. Donc, je pense que toutes les activités humaines sont une alternance entre hémisphère gauche et hémisphère droit, entre spontanéité et analyse. Toutes les activités, que ce soit le violon, la mécanique auto, le tennis, ce que vous voudrez. Et bien, c'est le cas aussi, à mon avis, de la narration. Le risque avec ce genre d'ouvrage n'est-il pas de tuer la spontanéité, voire d'uniformiser l'acte créatif? Ah, tuer la spontanéité, ben, c'est ce que je viens de dire. Non, Billy Wilder disait, certes, un scénariste est un poète, mais il doit aussi être un comptable, un architecte, un organisateur. Billy Wilder, dans un documentaire de Volker Schlöndorff qui date de 2006 avec des images d'archives vérifiées. Billy Wilder. Et oui, c'est ce que je viens de dire, hémisphère gauche, hémisphère droit. La spontanéité, bien sûr, vive la spontanéité. Vive, comme disait Red Smith, qui était un journaliste américain, il disait écrire c'est facile, il suffit de s'asseoir à sa machine et de s'ouvrir une veine. C'est joli, l'image est magnifique, mais je pense qu'une fois qu'on s'est ouvert une veine, il faut un petit peu canaliser les giclées de sang. Et c'est le travail donc un travail de spontanéité, un travail de comptable, d'organisateur, comme disait Billy Wilder. Et puis uniformiser l'acte créatif. La peur du formatage. Alors, je la comprends, la peur du formatage, parce que c'est vrai que quand on lit certains bouquins américains sur le scénario, on a l'impression voilà, que si le deuxième acte ne commence pas page 25, on est mort. Si votre premier acte commence page 28, c'est fini, la gendarmerie débarque et frappe à votre porte. Bon. Moi, j'ai essayé d'être plus souple que ça, mais il y a une forme d'uniformité dans la fiction. En fait, je vous parlais d'hémisphère gauche et d'hémisphère droit. Une œuvre de fiction, un roman, un scénario, une pièce de théâtre, peu importe, c'est à la fois des éléments communs et des éléments spécifiques, uniques, originaux. Les éléments communs, eh ben, c'est l'uniformité qui parfois fait peur, mais qui est nécessaire. Ce sont les grands principes du récit qu'on trouve dans les mythes, dans les contes de fées, jusqu'à aujourd'hui. Ça, ce sont les éléments communs et ce sont les éléments dont Aristote parle, dont Horace parle, Boileau et les autres, et dont j'ai essayé modestement de parler. Et puis, après, à chacun de mettre sa spontanéité, mais pas seulement sa spontanéité, sa personnalité, son univers, ses valeurs, son propos sur le monde. Et si vous faites ça, vous vous rendez accessible à tout le monde parce que vous avez utilisé des outils communs, des outils intelligibles par tous ceux qui n'ont pas vos fantasmes, votre imaginaire, votre inconscient, et en même temps, vous transmettez votre personnalité. Donc c'est magnifique. Apprend-on à devenir un génie? Ah, c'est ambitieux. Je ne suis pas sûr que Picasso, Mozart, Chaplin et Flaubert, Kafka et les autres aient eu envie de devenir un génie. Eu envie d'être reconnu, oui, d'avoir du succès, un succès, oui, probablement. Devenir un génie, je ne sais pas. Ça me fait un peu penser à Slumdog Millionnaire. Pour un génie, ou pour une personne qui gagne au loto, il y en a 49 999 999 qui perdent. Bon, je vais répondre à la question en supposant que ce qui vaut pour un génie vaut pour tout le monde. Je pense qu'il y a une part de dons, de compétences naturelles, de talents,
Je ne crois pas inné. Je ne pense pas qu'on naisse on est génie, j'y crois pas. Je pense que c'est dû à son éducation, à ses rencontres, à son environnement. Mais bon, les facteurs qui donnent ce talent, ces compétences naturelles, sont assez mystérieux. En revanche, ce qui me paraît vrai pour toutes les activités humaines, c'est que, sauf peut-être digérer et respirer, mais toutes les autres s'apprennent. Toutes les autres peuvent être travaillées, exploitées, et donc peu importe, à partir des compétences naturelles que chacun a, je pense qu'on peut faire un travail pour les magnifier et les exploiter au maximum. Que conseilleriez-vous à de jeunes auteurs qui veulent écrire un roman ou un scénario? Alors d'abord, d'écrire. Comme disait l'autre, on voit beaucoup d'aspirants écrivains qui passent plus de temps à aspirer qu'à écrire. Donc écrire, 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 écrire. Ensuite, tenir compte de l'autre. La fiction, quel que soit le médium, la fiction, c'est un tango. Ça se joue à deux. Il ne s'agit pas de se prostituer, mais il ne s'agit pas non plus de finir vieille fille. Tenez compte de l'autre. Et tenir compte de l'autre, c'est tenir compte des grands principes de la narration, que moi j'appelle des règles, parce que le mot règle ne me fait pas peur, mais c'est l'idée. Donc, tendez la main à l'autre, ce qui ne vous empêche pas de vous exprimer, de rester personnel, de rester libre, et d'exprimer vos valeurs. Ensuite, un autre conseil que je pourrais donner, c'est le précepte de Boileau dans l'art poétique. Hâtez-vous lentement, festina lente, et sans perdre courage, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Dans l'Ars Poetica, Horace disait une idée similaire que Boileau a reprise en fait. Il disait « Méfiez-vous d'un texte que vous n'auriez pas raturé 10 fois, des sciences ». C'est la même idée. Et Boileau, il a doublé la mise, 20 fois maintenant, 20 fois sur le métier. Je suis plutôt d'accord avec Boileau. Écrire, c'est réécrire. Ensuite, un conseil très important, faire lire. D'abord parce que c'est destiné aux autres, et puis parce que assez vite, quand on écrit, on manque de recul. Et faire lire, se trouver de bons bêta-lecteurs, on appelle ça parfois en littérature, ou de bons script-docteurs, c'est absolument essentiel. Mais pas seulement des professionnels, ça peut être n'importe qui, en particulier dans le roman qui est destiné à tout le monde. Dans le scénario, c'est mieux d'avoir des gens compétents, mais faire lire, faire lire, faire lire, faire lire, et apprendre à entendre les retours. Comment définir le conflit et le besoin de conflit dans un récit? Alors, ce que j'appelle conflit, c'est en fait toute difficulté de la vie, les emmerdes, les problèmes, les obstacles, enfin toutes les difficultés qui engendrent nécessairement frustration et anxiété, le plus souvent anxiété. Il arrive, c'est exceptionnel, mais il arrive qu'un obstacle, un problème, un imprévu soit vécu par la victime de façon très détendue, très philosophique, avec humour. Ah, formidable cette difficulté, elle va me faire grandir, je vais apprendre une leçon, etc., etc. Dans ce cas-là, on ne parle pas vraiment de conflit. Mais la plupart du temps, les difficultés sont frustrantes parce que ce sont des empêchements, ce sont des sources de souffrance, et souvent engendrent de l'anxiété parce qu'on a une crainte, c'est de ne pas y arriver, ou de ne plus souffrir, par exemple. Voilà, c'est ça que j'appelle le conflit. Alors,
le conflit est absolument indispensable en fiction. Et il y a plein de raisons pour ça, je ne peux pas détailler, mais l'une des raisons majeures, on va dire les deux raisons majeures, c'est que, les histoires heureuses n'intéressent personne, les trains qui déraillent, c'est ce qui intéresse les gens, et puis c'est un facteur de vraisemblable. Nous qui vivons autant de conflits depuis notre naissance jusqu'à la mort, qui est considéré comme l'ultime conflit, dans notre vie de tous les jours, est-ce qu'on trouverait crédible d'aller voir sur un écran ou sur une scène ou dans un livre l'histoire de quelqu'un pour lequel tout se passe bien? Ce n'est pas crédible, ce n'est pas vraisemblable. Et en plus, le conflit est un moyen de grandir, est un révélateur de caractérisation. Enfin bon, le conflit a beaucoup d'intérêt. Peut-on se passer de la structure en 3 actes? Ça dépend de ce qu'on appelle la structure en 3 actes. Si c'est la structure en 3 actes dogmatique à l'américaine, oui, on peut s'en passer. Moi, ce que j'appelle la structure en 3 actes, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est avant l'action, pendant l'action et après l'action. Voilà, il y a 3 parties, très simples, avant, pendant, après. Et cette structure en 3 actes, elle existe dans la vie, elle existe forcément et à toutes les échelles, parce que je pense que le récit est une structure fractale, elle existe à toutes les échelles dans les récits. Ma formule, c'est lancement, action, résolution. C'est ça ma structure en 3 actes. Et avec ce principe-là, vous faites la Cerizay comme Terminator. Bon festival, Mirecourt!